Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi 14 août. Et tout d'abord, des nouvelles rassurantes de l'état de santé de la princesse Charlène, opérée des sinus hier en Afrique du Sud. Le prince souverain a réagi par l'intermédiaire d'un communiqué. L'intervention, je cite, s'est bien passée. La princesse Charlène se repose et nous pensons tendrement à elle. Et le palais princier de confirmer que le prince Albert II et ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, iront rejoindre la princesse Charlène pendant sa période de convalescence d'ici quelques jours. Au sommaire de votre journal ce soir également, ce débat de société qui nous anime tous ces derniers temps, nous divise souvent, débat entre pro et anti-vaccins. Comment gérer les conflits, comment gérer ses émotions, s'adapter au mieux à cette longue période d'incertitude. Pour aller plus loin dans cette réflexion, le chercheur, l'explorateur franco-suisse Christian Clot sera avec nous dans un instant. Toute l'actualité de votre journée, les infos pratiques de votre week-end avec Julia Vial, la météo bien sûr, et puis des idées de sortie et d'évasion avec une nouvelle exposition à l'Espace 22 et une activité très prisée dans le cadre du passeport culture en principauté, le vol à voile, le planeur. Et puis, il nous tenait à cœur ce soir d'évoquer la symbolique du 15 août, jour traditionnellement férié de l'Assomption. Tout savoir sur cette fête religieuse. Notre invité ce soir, notre expert, l'abbé Christian Venard, diocèse de Monaco. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. On va faire le plus simple possible. Le 15 août est une fête ô combien marquante. On parle beaucoup de Marie, bien sûr, c'est la Sainte Marie. C'est la Vierge Marie qui est à l'honneur? Oui, bien sûr. Alors, cette fête a été précédée d'abord dans l'histoire du catholicisme par la promulgation d'un dogme qui était le dogme de l'Immaculée Conception au XIXe siècle. Et puis, la foi chrétienne, depuis des siècles et des siècles, vénérait Marie dans ce qu'on appelle dans l'Orient sa dormition. Et puis, en Occident, on appelle ça son Assomption. Ça veut dire que à la fin de sa vie sur Terre, Marie est, je prends les termes mêmes du pape, elle est enlevée au ciel, corps et âme, et c'est-à-dire qu'elle rejoint le paradis, elle rejoint son fils Jésus, elle rejoint la Trinité avec son corps et avec son âme. Littéralement, de façon assomption, ça veut dire assumer, ça veut dire enlever complètement. Ce qui est extraordinaire avec Marie, c'est que Dieu permet néanmoins, dans de telles et telles grandes occasions de l'histoire humaine, que Marie puisse apparaître avec son corps, et ça avait été le cas notamment à Lourdes, oui, où la jeune Bernadette bien voit cette dame, et elle la voit pour de vrai, c'est pas une image qu'elle voit, elle voit vraiment Marie, et puis d'une manière, j'allais dire, organique, très naturelle, les chrétiens se sont dit, mais on a envie, et donc ils ont pressé le pape pour dire, est-ce que vraiment, depuis des siècles, globalement on sait que la dormition de la Sainte Vierge, c'est en Orient au moins depuis le VIe siècle qu'elle est fêtée. Et vous parlez de Lourdes, c'est le plus grand rassemblement? Lourdes reste pour la France le lieu du plus grand rassemblement avec ce qu'on appelle le pélé national, le pèlerinage national à Lourdes. Et il faut comprendre que l'Assomption en France a une connotation tout à fait spéciale parce que Louis XIII, qui se désespérait d'avoir un héritier, a demandé à confier son royaume, le royaume de France, à la Vierge Marie, un 15 août. Et donc, il y a un lien, et pendant très longtemps, le 15 août, avant la période révolutionnaire en France, pendant très longtemps, le 15 août a été la fête nationale pour le grand pays voisin et ami qu'est la France. Et généralement, ici, nous, en Principauté, c'est quoi? C'est une procession vers la cathédrale ou plutôt vers la Gué? En principauté, ce sont essentiellement les messes habituelles qui sont... alors bien sûr, j'encourage tous nos téléspectateurs qui sont sur place. C'est vraiment un beau jour pour aller à Notre-Dame-de-la-Gué, notre sanctuaire marial le plus proche de nous à Monaco. Et vraiment, ça peut être une très belle occasion d'aller se mettre au pied de la Vierge Marie. Vous savez, ce qui nous touche beaucoup, même pour les gens finalement peu croyants parfois, ou voire peut-être même incroyants, c'est dans l'image de Marie, on a l'image d'une créature comme nous, d'une jeune femme. Et pour nous, c'est très touchant de penser que Dieu l'a mise à un tel point d'honneur. Et donc, c'est un grand réconfort pour nous. Mais mon père, c'est également la seule, peut-être la plus grande différence aussi entre les protestants et les catholiques. Oui, alors les catholiques nous reprochent beaucoup en nous disant mais alors vous êtes un peu des mariolâtres, un petit peu comme si on mettait la Vierge Marie sur le même plan que le Christ et que Dieu lui-même. Alors évidemment
que non. Hein. Mais dans la foi catholique, il y a vraiment cette idée que quand on se rapproche de Marie, on ne peut pas ne pas se rapprocher du Christ. Marie ne serait pas Marie si elle n'était pas la mère du Christ, si elle n'était pas la mère de Dieu. C'est à ce titre-là qu'on lui porte une vénération. Et donc, j'allais dire, quand nous avons une dévotion pour la Sainte Vierge, cette dévotion nous amène vers son Fils, inévitablement. Le décès du père Olivier Merck a dû vous toucher. C'est quelque chose qui est terrible pour l'Église aujourd'hui. Au-delà de cette tristesse, on sentait une forme de sérénité, parce que le Dieu auquel nous croyons nous a promis la vie éternelle, parce que ce Dieu nous a dit, si vous vous donnez par amour, moi, je serai là pour vous accueillir au jour de votre mort. Si bien que depuis la résurrection de Jésus, pour nous, la mort est un passage qui est un passage difficile, ne le nions pas. Mais si vous voulez, je ferai attention à bien distinguer le champ du religieux, voilà, ce message d'espérance, ce message d'accueil, de charité. Et puis, il y a les questions politiques que cela peut poser sur l'accompagnement des grands malades en psychiatrie un peu partout, en France en particulier, sur la question des étrangers sur le sol national, etc. C'est la question du moment, oui. C'est un deuxième temps. C'est un autre champ, c'est le champ du politique, et il faut laisser le politique s'en saisir. On ne peut pas barricader non plus devant les églises, vous voyez ce que je veux dire, mon père? Oui, oui. C'est-à-dire, l'Église est faite pour être ouverte. Elle est faite pour être ouverte en particulier aux plus pauvres. Et nous en sommes. Dès que nous débutons une messe, nous commençons par nous reconnaître pécheurs. Nous reconnaissons notre pauvreté. Et si l'Église n'est plus ouverte aux plus pauvres, aux plus fragiles, y compris quand ce sont des fragilités psychiatriques, alors elle n'est plus dans son rôle. Elle n'est plus dans son rôle. Et ce serait, voilà, l'Église n'est pas faite pour être claquemurée derrière quatre murs. Ça a d'ailleurs été, vous voyez, notamment dans notre principauté, toutes les discussions entre le gouvernement et l'archevêché, tout en respectant des consignes évidentes au milieu de cette crise sanitaire, pour que néanmoins, toujours, nos églises puissent être ouvertes à ceux qui en ont besoin. Merci mon père, merci d'avoir été avec nous. Bon 15 août, demain, peut-être une petite procession dans votre région de villégiature, je vois, puisque vous n'êtes pas en principauté, on ne va pas le cacher à nos téléspectateurs ce soir sur Monaco Info. Oui. En tout cas, bon recueillement. Et je souhaite, de fait, même en n'étant pas présent en principauté, je souhaite à tous ceux qui y sont une très très belle fête de l'Assomption. Et vraiment, je leur souhaite de recevoir des bénédictions du ciel en ce jour. Merci mille fois d'avoir été notre grand témoin ce soir. Merci à vous. Et avec Julia Vial, votre point info du jour. Et on débute avec le football et l'AS Monaco qui a trébuché hier soir en championnat à Lorient. Bonsoir Julia. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Soirée à oublier pour l'AS Monaco. Opposé au FC Lorient, les Rouges et Blancs se sont inclinés sur la plus petite des marges, 1-0. Mais malgré cette défaite, il y a tout de même, Christophe, un chiffre à retenir avec 73% de possession de balles pour les Monégasques. Malgré cette nette domination, les hommes de Niko Kovac n'ont pas su s'imposer. Il faudra vite passer à autre chose puisque dès mardi, ils recevront le Shakhtar Donetsk en barrage aller de la Ligue des Champions. Le premier grand tournoi professionnel de rugby à 7 pour notre équipe monégasque. L'île Nextenso Super 7 s'est déroulée, Christophe, à Aix-en-Provence et 16 équipes de haut niveau se sont affrontées toute la journée. Nos joueurs monégasques ont d'ailleurs débuté par une superbe performance. Ils se sont qualifiés en début d'après-midi pour les quarts de finale face à Bordeaux-Bègles. Ils avaient ensuite rendez-vous à 16h35 pour se mesurer contre Pau. Score final malheureusement 26-21 en faveur de Pau. Le débriefing de ce tournoi à retrouver dans votre JT de ce lundi 16 août. L'ultime week-end de compétition pour la Formula I, c'est à Berlin, Julia. Le suspense est total pour l'attribution du premier titre de champion du monde de Formula I. La première course a eu lieu en ce début d'après-midi et c'est le Français Jean-Éric Vergne qui décroche la pole position. Derrière, on retrouve son coéquipier Antonio Félix d'Acosta et Luca Di Grassi de chez Audi. L'Azuréen Norman Nato a lui terminé à la 5e place, mais il ne pourra pas prétendre au titre. Pour la 15e et dernière manche, rendez-vous demain en direct de Berlin à 15h30. Après cette ultime course, l'un de ces pilotes sera sacré champion du monde. Suite de notre série de coups de projecteur sur les activités proposées par le Passeport Culture. Aujourd'hui, quittons Monaco et prenons la direction de Fayence, où le Passeport Culture a permis à de nombreux jeunes de s'envoler. Le récit de Sandrine Nègre, image signée Olivier Henrigaud.
C'est ce que l'on appelle prendre de la hauteur. Ils sont âgés de 15 ans et plus. Ces jeunes ont effectué leur baptême de vol en planeur, après bien sûr une présentation et une découverte des appareils. Quand j'étais en vol, c'était très amusant au début d'être tracté par un avion, et c'est quand il commence à partir qu'on se rend compte vraiment de comment ça se passe. Il y a à la fois de la joie, de l'intimidation parce qu'on a envie d'en faire toujours plus. Et après, c'est vrai que quand ça s'arrête, on est un peu chamboulé quand on revient par terre. Et cette opération est le fruit d'un travail main dans la main entre l'association monégasque de vol à voile et les équipes du Passeport Culture. Super, franchement super. En plus, le moniteur Victor, il était adorable. J'ai un peu visité. On est allé aux Alpes, on est allé voir Saint-Raphaël, le lac de Saint-Cassien. On a fait des petites pirouettes, c'était super. 30 minutes inoubliables à la découverte donc de la nature, une occasion de penser peut-être d'ailleurs que le plus bel endroit sur la planète, c'est le ciel. Retour sur Terre avec une toute nouvelle exposition, haute en couleurs, à l'intérieur de l'espace 22. Reportage signé Yannick de Bever. Entre peinture, sculpture, poèmes concrets et abstraits, l'espace 22 est complètement redécoré aux couleurs de l'art. La couleur, d'ailleurs, c'est peut-être la première chose qui frappe quand on passe le pas de la porte. Je pense que pour cette exposition, c'était important d'avoir de la couleur. Et dans ces périodes un petit peu difficiles, je pense que l'art vraiment apporte quelque chose d'important dans la vie de tout un chacun. 14 artistes sont exposés dans la galerie d'art éphémère, représentant 9 nationalités différentes. Les œuvres bien distinctes selon les créateurs forment une symphonie artistique qui fait voyager le visiteur d'un univers à un autre. C'est un peu de l'inspiration et un petit peu une sélection que je fais par rapport aux expositions que j'organise, par rapport au lieu, par rapport à l'endroit. J'essaie de trouver quelque chose qui les relie par rapport peut-être à certains détails, la structure, les matières. Le plaisir est à la base de toutes les créations avec des inspirations qui viennent de tous horizons, comme des mots, de la musique, le quotidien, le fantastique ou bien même le luxe. Et parmi les œuvres, certaines sont porteuses de messages. J'ai présenté un aileron de requin, qui est cette pièce-ci, et 2 hippocampes, et d'autres pièces qui sont en bas, mais la particularité, c'est que ce sont des animaux qui sont en voie d'extinction, même les hippocampes, alors que c'est un petit animal adorable. Donc c'est un peu ça qui me motive, en fait, c'est de faire quelque chose qui est lié à une certaine préservation de l'écosystème. Jusqu'au 27 août à l'espace 22, Multi-Art Events propose en substance une réflexion ouverte à tous. Et vous, quelle est votre définition de l'art ? Grand témoin ce soir sur Monaco Info, Christian Clot, explorateur, chercheur et directeur de l'Institut de l'adaptation humaine. Bonjour à vous. Bonjour. Si on voulait être avec vous ce soir, si on voulait absolument vous avoir, Christian Clot, c'est que dans cette période, on est dans une 4e vague, on est encore dans l'incertitude sur plein de choses, notamment sur cette obligation vaccinale. Parce qu'on a l'impression que c'est ou blanc ou noir, qu'il n'y a pas de demi-mesure, c'est où on est pro-vaccination, ou on est anti-vax, anti-pass. Oui, c'est une période difficile où chacun essaie de s'adapter à sa manière. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du complotisme, des choses comme ça. Il y a surtout beaucoup de gens qui simplement ne comprennent plus ce qui se passe et qui vont chercher l'information, entre guillemets, au plus simple. C'est le défaut, la difficulté face à ces situations. Et c'est pour ça qu'il faut énormément de pédagogie, énormément de communication. Et c'est peut-être ce qui manque un peu dans cette période de crise d'ailleurs. Chercher l'explication. Arnold Schwarzenegger disait dans un tweet il n'y a pas très longtemps, si je voulais être Monsieur Monde, Mister Monde, je savais à qui m'adresser, notamment à moi-même, mais pour la médecine, je m'adresse à un docteur, tout simplement. Oui, alors les docteurs eux-mêmes sont des fois un peu perdus, on le voit, il y a des déclarations de la part de certains médecins qui sont parfois à l'emporte-pièce, donc c'est très compliqué aujourd'hui pour une personne lambda qui n'a pas de connaissance médicale initiale d'aller chercher la bonne information. C'est la difficulté d'une crise comme celle-ci, elle évolue très vite, mais je dirais, il faut replacer ça dans un contexte actuel, d'un virus qu'on connaît mal, et il faudra accepter ces mêmes difficultés face au changement climatique, face aux nouvelles évolutions de nos sociétés, qui vont elles aussi être de plus en plus changeantes, et c'est peut-être ça l'adaptation qu'on doit faire aujourd'hui. Accepter de se transformer, de changer, peut-être d'un jour à l'autre. Et oubliez peut-être cette phrase à un moment donné qui sera la phrase de l'année, c'est le fameux « on n'a pas de recul ». Oui, évidemment, on n'a pas de recul, mais en même temps, les événements d'aujourd'hui
vont de plus en plus nous pousser vers des situations où on n'a pas de recul. Quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, les inondations, les feux de forêt, les choses comme ça, c'est pas nouveau, comme les virus ne sont pas nouveaux. On retrouve aujourd'hui, malgré toute la connaissance qu'on a, la technologie qu'on a, des situations où on ne comprend plus la vitesse à laquelle surviennent les événements. Mais là, on oblige, c'est une obligation vaccinale, par exemple. Est-ce que vous comprenez que des gens ont encore besoin de cette fameuse liberté de dire « Non, moi, dans mon corps, je ne mets pas de vaccin ». Oui, on peut le comprendre. On peut comprendre que des personnes soient réfractaires. Et je comprends plus quelqu'un qui aujourd'hui me dit « mais moi, j'ai jamais accepté de médicament de ma vie, donc je ne vais pas accepter celui-ci », que des personnes qui prennent déjà des antibiotiques et qui refusent un vaccin. Oui. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut être pragmatique par rapport à ce qu'on fait. Il faut prendre les choses avec recul. On dit que c'est inadmissible que les restaurateurs, par exemple, doivent contrôler un pass sanitaire. On oublie qu'ils doivent déjà contrôler l'âge des personnes avant de leur servir de l'alcool. Ça fait partie des obligations d'une société où tout citoyen, citoyenne doit accepter de faire part et de prendre part à la lutte contre quelque chose qui nous est effectivement très difficile de comprendre. Et on a l'impression qu'il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de demi-mesure, on ne peut pas peine de bémol. On se dit, il faut se faire vacciner, ou alors c'est je refuse et j'attends la fin du pass sanitaire, par exemple, un 15 novembre prochain. Je crois qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, et ce sera vrai pour beaucoup de situations dans l'avenir, c'est d'accepter de ne pas avoir des positions définitives. C'est la clé. Lorsque l'humain décide de coopérer, lorsqu'il accepte la diversité, alors il est capable de tout. Et c'est peut-être ce qu'on doit aujourd'hui retrouver. Et quand ça marche, c'est extraordinaire. Je crois que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Il va falloir retrouver de la sérénité. Et c'est ce que j'espère maintenant dans la suite de la Covid et de cette situation qui n'est pas terminée, c'est qu'on retrouve un peu de sérénité, de discussion. D'ailleurs, est-ce que c'est rationnel ou irrationnel de se dire aujourd'hui je ne me fais pas vacciner? Est-ce que ce n'est pas un devoir finalement pour la communauté tout entière? Il était compréhensible au début que les gens aient des craintes. Aujourd'hui, on a des reculs suffisants. Effectivement, on a déjà sur la planète plus de 4 milliards de personnes vaccinées. Ça veut dire qu'on a quand même un recul exceptionnel, quasiment unique dans l'histoire du vaccin. Donc oui, je pense qu'on peut y aller avec une certaine sérénité. Et il faut se mettre dans la tête que les choses vont être encore longtemps dans cette incertitude. Mais l'incertitude, l'humain sait la gérer lorsqu'il accepte qu'elle existe. Et c'est peut-être notre premier travail aujourd'hui, se dire que l'incertitude devient une constante et avancer avec cette situation-là. Là, quand on parle de malade de la Covid, on a l'impression que cette personne est un peu rejetée quand même de la société. On ne lui demande même pas comment il va. On a surtout peur de ne pas l'avoir nous. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a cette honte, ce rejet qui arrive souvent? Ce n'est pas facile de vivre avec. Il faut accepter que c'est une maladie, qu'elle met les gens en péril, qu'elle met les gens en difficulté et que nous devons les soutenir, que nous devons être derrière elles. On oublie que malheureusement, parfois, la maladie nous tombe dessus. On le voit avec le cancer, on le voit avec d'autres maladies, même si on a une alimentation saine, même si on est bien. Nous ne sommes pas égaux en tant qu'humains face aux maladies. Il faut l'accepter et il faut soutenir beaucoup les personnes qui aujourd'hui luttent pour se sortir, retrouver une vie normale après un épisode Covid. Mais vous êtes d'accord que ce n'est pas simple de gérer un côté clivant comme aujourd'hui? Si on parle de privation de liberté aujourd'hui face à la Covid, que je comprends, que ferons-nous lorsqu'il y aura des restrictions beaucoup plus importantes face au changement climatique, par exemple? Lorsque l'inondation va balayer certains villages, on ne pourra pas parler de restriction de liberté, il faudra reconstruire le village. En conclusion et en résumé, et en vous remerciant pour cet entretien combien passionnant encore aujourd'hui sur Monaco Info, Christian Clot, si je vous demande comment gérer, s'adapter au mieux à cette longue période d'incertitude, vous me proposez quoi? De l'émerveillement, comme toujours, même dans les conditions les plus extrêmes, puisque vous l'avez vécu, vous, déjà? Oui, alors, je sais que des fois, ça fait rire certaines personnes, mais je conseille vraiment aux gens de se trouver les moments de bonheur et de plaisir. Le problème du cerveau, c'est que quand il est focalisé sur un problème, il rentre ce qu'on appelle dans un effet tunnel. Il ne voit plus que le problème et il ne peut plus rien faire d'autre. Mais avoir des moments de plaisir, des moments d'émerveillement, des moments où on se fait du bien, ça permet au cerveau de prendre une respiration et des fois ouvrir un peu ce tunnel et réaliser que, attendez, peut-être que j'ai un peu poussé le bouchon un peu loin. Mais surtout, d'accepter les changements très rapides. Ce sera ça notre vie dans le futur. Des changements de plus en plus permanents. Et il faut simplement ne plus lutter contre ces changements, mais réfléchir à la meilleure manière d'accompagner ces changements. Et pour éviter toute violence, quelle qu'elle soit, communiquer, comme vous l'avez dit, comme nous l'avons fait ce soir ensemble. Christian Clot, chercheur, explorateur. Merci d'avoir pris tout ce temps pour nous, en tout cas, ce soir sur Monaco Info. À très vite. On vient de l'évoquer avec Christian Clot, Julia, la vaccination. Et pour ce nouveau point info, nous avons de nouveaux chiffres. 24 913 personnes ont reçu une première dose de vaccin, Christophe, soit 64,9% de la population totale. À savoir qu'il y a désormais en principauté 20 170 personnes qui ont reçu leur deux doses et qui sont donc totalement vaccinées. Et à partir de demain, n'oublions pas ce rappel d'importance.
Dès le 15 août, les tests PCR réalisés sans prescription médicale ne seront plus remboursés. Les salariés de la principauté devront eux aussi avoir une ordonnance pour réaliser un test. Seuls les résidents monégasques pourront continuer à se faire dépister gratuitement au centre national prévu à cet effet. Hier soir, on a beaucoup chanté sous la voûte étoilée du Monte Carlo Sporting Club. Le public monégasque avait en effet rendez-vous hier soir à la Salle des Étoiles avec le célèbre groupe Gypsy King. Une soirée qui a débuté sous les meilleurs auspices avec cette chanson. Écoutez. Après cette chanson d'ouverture, le groupe Gitan a pu reprendre tout au long de cette belle soirée ses plus grands succès. Nul doute que les fans ne sont pas prêts d'oublier cette avant-dernière représentation au Sporting Summer Festival de Monaco. Merci d'ailleurs encore à Sandrine Nègre et Thomas Deus qui étaient sur place pour nous faire vivre ce bon moment. Opération réussie pour les anges gardiens de Monaco. Pas moins de 1 000 €, Christophe, ont été récoltés lors de cette vente caritative à Fontvieille. Cette somme a été atteinte en seulement 3 heures, incontestablement grâce à la présence du mannequin Victoria Sylvestre, ambassadrice de l'association Les Anges Gardiens. Elle a conquis tous les visiteurs qui se sont montrés généreux. Les fonds récoltés serviront, Christophe, à aider de nombreuses personnes dans le besoin. La météo, Julia, est de la chaleur. Encore et toujours ? Un dimanche d'Assomption idéal est attendu, Christophe. Un grand soleil sera présent sur toute la principauté. Les chaleurs, elles, seront un petit peu plus clémentes avec 31 degrés de maximale prévu. C'est un peu moins que ces derniers jours. Le 15 août, on célèbre la Sainte Marie. Ce prénom est dérivé de Myriam, d'origine hébraïque, qui signifierait goutte de mer. Il fait référence à la Sainte Marie, la mère de Jésus. À savoir que d'autres prénoms sont fêtés le 15 août, Alfred et Alvin. Et en ce long week-end de l'Assomption, idéal pour une agréable baignade, il est de bon ton de revenir sur la tendance en matière de maillot de bain cet été en principauté. L'enquête de Charlotte Moreno. Un vêtement léger qui pose de bien sérieuses questions. Comment le choisir? Plutôt montré ou caché? Disons que maintenant, vu mon âge, je suis plus sur les une pièce. Voilà, et puis je regarde un peu la tendance, les coloris, les motifs, les formes. J'aime bien quand c'est un peu échancré, quand ça marque un peu la taille et que ça couvre bien le bas. La tendance, chacun a la sienne et il y a les plus pointilleux sur le sujet. Moi j'ai une douzaine de maillots de bain, donc je suis une maillovore et j'aime beaucoup en racheter chaque année. Je choisis des formes qui sont plutôt saillantes par rapport à ma morphologie, une morphologie qui évolue aussi parce que j'ai 2 enfants maintenant. J'aime beaucoup avoir des couleurs différentes pour pouvoir les associer à des t-shirts en fonction de la couleur du t-shirt, d'avoir un maillot de bain d'une autre couleur. Et ce qui m'importe aussi beaucoup, c'est la provenance. Là, j'ai un maillot de bain français et j'aime beaucoup choisir du français, du local. Pour d'autres, la question est vite vue. C'est pas moi, c'est ma femme qui choisit. Et dans les magasins, il y en a pour tous les goûts, différentes formes, fleuries, colorées. Le une pièce est bien de retour, mais surtout, les modes se répètent. Ce maillot-là, la particularité, c'est qu'il est très échancré. Donc ça revient à la mode au niveau des années 70-80 et tout revient. Style Brigitte Bardot, ça revient à la mode, le petit Vichy rouge qui a été un carton dans les années 70 et ça revient aujourd'hui en 2021 avec un très grand succès. L'image de Brigitte Bardot en bikini en 1953 a marqué les esprits. 70 ans plus tard, le bikini, symbole de la libération des femmes, reste toujours l'incontournable sur les plages. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour et une avant-dernière grande soirée au Sporting Summer Festival, rythmée par les guitares et les chants des Gypsy Kings. Photo signée Stéphane Dana. On se retrouve demain pour voir ou revoir ensemble les meilleurs moments de la semaine sur Monaco Info. À demain, 19h.